Bonsoir. Quand on parle de marée noire, on n'a rien dit. Le pétrole a peint la Bretagne en noir, et qu'est-ce que nous pouvons dire aux Bretons ? Le 16 mars 1978, par un soir de tempête, le superpétrolier Amoco Cadiz, en panne de gouvernail, s'échoue sur les rochers au large de Port-Salle, sur la commune de Ploudalmézeau, à 25 km au nord-ouest de Brest. Plus grand que le Titanic, ce monstre de 334 mètres de long contient plus de 220 000 tonnes de pétrole brut. C'est le début d'une gigantesque marée noire, considérée aujourd'hui encore comme l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire. Non, c'est pas possible. C'est dégueulasse. Histoire salée, le podcast mer de France Bleu. Bonjour, je suis Nicolas Olivier, journaliste à Brest pour France Bleu Brésil. Je n'étais pas né lorsque l'Amoco a souillé les côtes du pays d'Iroise, mais j'ai grandi sur ces plages de sable fin. J'ai passé tous mes étés à Port-Spoder, à 6 km de Port-Salle. Alors cette histoire, j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai envie de vous la raconter. Je suis allé à la rencontre de Marguerite Lamour. L'actuelle maire de Ploudalmézeau a accepté de témoigner, de revenir sur cette tragédie qui a marqué sa vie et sa carrière. Le soir du naufrage, elle a 21 ans et travaille comme secrétaire de mairie. Il fait mauvais, une tempête de mars comme on en connaît dans notre région littorale. Et il est 22 heures, je sens une odeur de pétrole, de fioul. Difficile à vraiment cerner d'où vient cette odeur. Je descends dans la cave pour vérifier si la cuve de fioul n'a pas un problème. C'est sans doute le comportement de bon nombre d'habitants de l'époque. Je remonte. C'est une époque où il n'y a pas les réseaux sociaux, où il n'y a pas d'immédiateté de l'information et je me couche. Le lendemain, l'odeur est toujours présente. Nous sommes le 17 mars au matin, il fait toujours mauvais. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui a pu se passer ? Et je viens donc au travail en mairie et là j'apprends l'horrible nouvelle. Ce matin-là, je ne saisis pas vraiment tout ce qui va se passer. Je pense que comme la majorité des gens d'ici ou d'ailleurs, je vis l'instant présent. Il y a un pétrolier à Port-Salle. C'est inimaginable. Je pense pouvoir dire qu'il y avait plusieurs sentiments. Un sentiment de consternation, évidemment. Un sentiment de colère. Un sentiment d'abattement. Mais aussi l'espoir que l'on fasse payer les pollueurs. Et cet espoir, je vous en parlerai plus tard, sera récompensé. Il y a des jeunes qui ont investi dans les bateaux. Automatiquement, ils avaient des prêts pour rembourser leurs bateaux. Et leur seule ressource venait de la pêche. Quelques heures après la catastrophe, la commune bretonne est sous le choc. Le maire, Alphonse Arzel, va immédiatement prendre les choses en main. Vers 9h le matin, il rentre dans la mairie. Et j'entends encore son pas résonner sur le sol. C'était du plancher en bois à l'époque, donc il avait un pas très assuré. Il rentre, son par-dessus sur les épaules, sa pipe à la bouche, le visage fatigué par une nuit blanche, je l'ai su après. Il avait passé la nuit sur la dune, du moins une partie de la nuit. Et il rentre très en colère. Et il dit « Enumenag apeo ». En breton, quelqu'un paiera. Je pense qu'il avait déjà décidé de faire un procès. Alphonse Arzel et son équipe prennent rapidement la mesure de cette pollution sans précédent qui touchera bientôt 360 km de côte. Ce 17 mars au matin, l'ambiance, elle est, je ne dirais pas apocalyptique, mais elle est particulière. Le téléphone qui ne cesse de sonner. Nous sommes, moi et mes collègues en mairie, quelque peu dépassés. Les chaînes de télévision qui appellent, qui vont affluer. Les badauds qui commencent aussi à se poser des questions. Et M. Arzel qui, dans son bureau, décide que la première chose à faire, eh bien, c'est de réunir une cellule de crise qui n'en avait pas le nom. Et le sous-préfet, le préfet maritime, toutes celles et ceux qui ont à connaître du sujet,
très vite, M. Harzel est en contact avec eux. Sur la côte à Port-Salle, évidemment, les gens accourent, les gens sont tétanisés. 1000, 2000, 3000 km² de mer couverts de pétrole. Des centaines de kilomètres de côtes polluées. Tout le nord de la Bretagne, de Brest au Cotentin, touché ou menacé. Une grande marée, l'une des plus fortes de l'année, qui arrive pendant ce week-end et qui va porter la peste jusqu'au pied des dunes. Des années et des années de pollution. La Bretagne est aujourd'hui, sur le corps de la France, une plaie qui fait mal. Au bourg, la nouvelle se répand, tout le monde va aller voir. Il y a un monstre sur la côte, donc, et moi-même, je ne mesure pas encore l'immensité de ce navire qui, tel un requin, la gueule ouverte, est là chez nous, sur la plage de Portsgwen. On a le sentiment qu'il va arriver sur la dune, qu'il n'en a pas terminé dans son avancée. Et c'était un spectacle de désolation. Ce qui me reste à l'esprit, c'est la vue, certes, mais aussi le bruit. Ces vagues, habituellement, une vague, c'est joyeux, ça teinte quand elle s'éclate sur un rocher. Ce qui frappe d'abord, c'est le silence. Les vagues ne sont plus que des ondes. Et là, touchant presque la côte, cette base d'acier, dégorgeante. Là, les vagues étaient lourdes, puisque le pétrole les empêchait de pouvoir s'écraser sur les roches. Les vagues avaient un bruit sinistre. Nous entendions, je pense, la mer, mais différemment. La mer était devenue triste. La mer avait une couleur marron, noir, mais la mer était triste, comme si elle s'écrasait, mais avec difficulté sur le sable. Et vous rajoutez à cela tous ces oiseaux qui, pour la dernière fois, s'enfouissaient dans la mer et ne ressortaient pas, puisqu'ils étaient incapables de voler. Ils étaient pris au piège, ils se posaient, se débattaient et ne pouvaient s'en aller. Le paysage était peut-être pas apocalyptique, mais c'était une image presque mortuaire en fait. Je suis un pêcheur de Port-Salle et mes poissons se font la malle. Je suis un pêcheur de Port-Salle et mes oiseaux crèvent tout sales. Ils ont du goudron plein les plumes, pourtant ils trichent pas au poker. Il y a des fois des coups de pied au cul qu'on donne, qui sont des coups dans l'air. Lorsqu'on voyait l'étendue des dégâts, chaque jour, je me souviens, Alphonse Harzel demandait à savoir le nombre de kilomètres supplémentaires sur les côtes qui étaient souillées. On était parti de 1 km, 2 km. On se demandait comment arrêter ces vagues, comment arrêter cette prolifération de la marée noire, mais rien ne l'arrêtait évidemment. D'aucuns disaient, et c'était le propos de l'adjoint au maire de l'époque, qui se trouvait sur la dune avec Alphonse Harzel cette nuit-là, et qui lui disait, et je redis ces mots, Alphonse, le pays est foutu, on va devoir partir. Et cela aussi, Alphonse Harzel ne pouvait pas l'imaginer. Il était viscéralement attaché à ce territoire, et dans cette volonté, lorsqu'il disait « quelqu'un paiera », il y avait aussi cette volonté de dire « on va s'en sortir ». À Port-Salle, les opérations de nettoyage du littoral débutent le 17 mars 1978 avec les moyens du bord. Un travail fastidieux qui va durer des mois. Une chaîne de solidarité se met en place très vite. Dès le lendemain, les agriculteurs sont les premiers à se déclarer disponibles. Ils ont des tonnes à lisier et peuvent apporter leur matériel sur le littoral pour pomper. Et l'on voit ces agriculteurs, mais très vite dépassés aussi, puisqu'ils ne remplissaient pas assez vite leurs tonnes à lisier, qu'il y avait de quoi les re-remplir encore. Enfin, c'était un puissant fond, si je puis dire. Et très vite ensuite, un plan Polmar a été installé dans la commune. Et là, l'armée est venue en renfort. Que ce soit les agriculteurs, les militaires, tous... chaque matin avaient le sentiment de recommencer un travail qu'ils avaient déjà fait la veille, puisque chaque soir, chaque marée leur apportait un nouveau lot de pétrole. Les moyens, effectivement, étaient totalement en inadéquation avec les besoins, mais ils partaient d'un bon sentiment. Pelle, seau, gants,
Chacun venait avec son équipement. Cette catastrophe, il faut s'en souvenir, c'est la plus grande marée noire que nous n'ayons jamais connue. Donc il n'y avait pas de moyens et on ne peut faire de grief à personne avec 10 agents et puis 2 tracteurs. C'est même pas la peine d'y s'imaginer que l'on pouvait faire face à cela. Mais l'État n'avait pas à sa disposition tous les moyens dont on dispose aujourd'hui. Des fuites apparaissent au niveau des soutes qu'on croyait intactes. Elles risquent de ne pas résister à l'assaut de la mer. 100 000 tonnes de pétrole brut, bientôt plus, déversées à la mer à 2 km des côtes. La catastrophe de l'Amoco Cadiz est d'une ampleur sans précédent. À elle seule, elle représente en dégâts plus du total de toutes les catastrophes de pollution pétrolière enregistrées jusqu'ici dans le monde. On s'habitue à une odeur et l'on vivait dans cette espèce de bulle de pétrole. J'ai envie de dire, c'était l'odeur qui était plus présente certains jours que d'autres selon d'où venait le vent. Mais c'est vrai que nous nous étions habitués à vivre avec l'odeur. Des milliers de volontaires affluent pour donner un coup de main. Sans parler des badauds venus parfois de loin. Une marée humaine, difficile à gérer. Nous avons passé quelques jours à essayer de dissuader les gens, alors c'est paradoxal, alors que nous avons besoin d'aide, à venir, puisque nous étions complètement démunis pour les loger, pour les nourrir. Ça pouvait être mal perçu parce que nous étions dans la difficulté. Des milliers de gens se proposaient et nous n'étions pas capables de les accepter. C'était un peu paradoxal. La marée humaine des badauds également. Je me souviens le premier week-end après l'échouement, donc le 18 mars, il y avait des kilomètres de fils de voitures, des Brestois, et d'ailleurs d'un peu partout, qui voulaient voir. Mes grands-parents m'ont souvent parlé de la proue de l'Amoco en forme de gueule de requin émergeant de la mer. Elle est restée visible pendant plusieurs mois, comme le mazout sur le sable et les rochers. En juillet, 4 mois après le naufrage, la mer a presque retrouvé sa couleur émeraude, le sable, sa blancheur. L'été 1978, les gens se baignaient sur la plage. Pour autant, le pétrole était monnaie courante quand même, sous forme de boulettes sur les rochers ou lorsque vous creusiez le sable. Il a fallu plusieurs années avant que l'on retrouve la qualité de ce qui fait notre littoral, ces plages de sable fin. Mais visuellement, la marée noire s'est relativement vite estompée. Pour autant, elle restait marquée sur les rochers très très longtemps. Et les poissons qui sautent, ça veut dire que l'eau, elle est quand même bonne. Là, il n'y a pas de problème, tout se trouve nettoyé au fur et à mesure maintenant. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur l'obstination du maire de Ploudalmézeau. Têtu comme un breton, Alphonse Arzel a une obsession, obtenir réparation devant la justice. Le 28 juin 1980, il crée un syndicat mixte qui rassemble 76 communes sinistrées et en devient le président. Il s'engage alors dans une bataille judiciaire incertaine contre l'armateur du bateau, la Standard Oil of Indiana, un géant du pétrole basé à Chicago, aux États-Unis. Nous voulons à tout prix que les communes soient bien informées de ce que nous faisons pour elles, mais nous laissons le choix aux communes de choisir la procédure qu'elles veulent, mais qu'elles soient au moins informées, puisque nous n'avons pas d'informations venant d'autres horizons. Eh bien, nous nous sommes informés par nous-mêmes et nous menons par notre avocat la procédure qui, à nos yeux, est la plus sûre de nous donner un résultat de tout ce travail que nous faisons ensemble. Ce combat est totalement démesuré. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Et Alphonse Arzel me disait... il faut être à moitié fou pour faire ce que je fais. Je lui disais non, monsieur le maire, il faut juste aimer son territoire et le faire vivre. Le jour où il décide de faire une manifestation à Chicago, il m'appelait des États-Unis donc tous les jours pour prendre des nouvelles de la commune parce qu'il n'a jamais délaissé sa commune quand bien même il soit à l'autre bout du monde. Et il m'appelle, il me dit, tu sais, on a manifesté, mais on avait l'air ridicule. 30 Bretons sur les avenues à Chicago, on est passé inaperçu. J'ai dû faire attention de ne pas me faire écraser, surtout. Ça révélait bien l'espoir. Il pensait aller là-bas, dompter les États-Unis, mais en fait, là-bas, il passait totalement inaperçu. Et je suis heureux d'être dans ces rues de Chicago pour prouver aux Américains, par notre dignité, que nous sommes venus simplement demander à ce que la justice soit rendue sur tous les dégâts que nous avons subis en 1978. Vous êtes vous-même très ému, semble-t-il. Je suis assez ému, oui, mais je crois qu'on peut l'être, car c'est un grand jour pour nous.
Marguerite Lamour suit à distance le premier procès qui s'ouvre en 1982 devant la Cour fédérale de Chicago. Après 2 ans d'audience, les juges reconnaissent pour la première fois la responsabilité de la compagnie américaine. Cette première décision qui a été rendue sur la responsabilité était une vraie victoire pour Alphonse Harzel, parce que c'est ce qui lui tenait à cœur, que les pollueurs soient les payeurs. Et lorsqu'il est revenu des États-Unis, donc quand il a atterri à l'aéroport de Brest-Guy Pavat, nous sommes allés à quelques-uns l'accueillir. Pour nous, c'était une victoire, enfin c'était le héros du moment. Grâce à la ténacité d'Alphonse Harzel, désormais figure de proue de la lutte contre la marée noire de l'Amoco-Cadiz, les pollueurs vont devoir payer. Reste à savoir combien. Un nouveau procès fixe le montant des indemnisations, mais l'armateur fait appel et ce n'est qu'en 1992 que la justice américaine tranche définitivement. Elle accorde en tout 1,25 milliard de francs, l'équivalent de 190 millions d'euros aux collectivités sinistrées. C'est historique, même si cette somme est très loin de compenser le préjudice. C'est vrai que lorsque nous avons eu connaissance des indemnisations qui seraient apportées au syndicat mixte, c'était une déception pour M. Harzel puisqu'on était loin du compte. Il s'attendait à beaucoup plus. Pour autant, ça faisait beaucoup d'argent. Alphonse Harzel, je le dis pour donner un peu un résumé de ma pensée, je pense que l'Amoco, quand il s'est présenté, il ne pouvait pas trouver meilleur adversaire qu'Alphonse Harzel. Pourquoi ? Alphonse Harzel n'était pas un homme belliqueux, mais pour autant, il avait cette capacité à vouloir fédérer les gens. Il fallait, pour mener le procès qu'il a fait aux États-Unis, convaincre les maires et toutes celles et ceux qui le suivaient, les professions, les conchyliculteurs. Il fallait convaincre qu'il fallait y aller et qu'un procès, ça allait coûter de l'argent. Il fallait fédérer et M. Harzel avait cette capacité à rassembler les foules et à mener ce procès. Donc l'Amoco, en se présentant à Ploudalmézeau, sur notre littoral, ne se rendait pas compte qu'il allait tomber sur un adversaire de taille. Alphonse Harzel restera l'homme de l'Amoco. En France, le dossier du naufrage de l'Amoco-Cadiz est définitivement refermé. Après plus de 14 années d'une très longue procédure judiciaire, les communes bretonnes sinistrées de la plus gigantesque marée noire qu'ait connue la France ont gagné leur combat contre la société pétrolière américaine pollueuse. La ténacité et l'acharnement des Bretons l'ont donc emporté. À Port-Salle, la nouvelle, bien sûr, a été accueillie avec énormément de satisfaction et surtout de soulagement par la population. Pour fêter la victoire et enfin tourner la page, le maire de Ploudalmézeau organise un grand banquet dès l'été suivant. M. Harzel, évidemment, voulait remercier toutes celles et ceux qui avaient contribué, mais voulait aussi que les habitants de la commune ne soient pas oubliés. Il aimait bien faire les choses pas qu'à moitié. Et il me disait, pendant des années, on en a bavé, et je pense qu'il avait raison. Nous allons, disait-il, faire une fête pour tout le monde. Et en juillet 93, sur les dunes de Tréhompan, il a réalisé un grand spectacle. Oui, il voulait marquer le coup. En Bretagne comme ailleurs, toutes les bonnes choses se terminent par des fêtes. Pour le Torrey Canyon, pour l'Amoco, Bretons, sortez vos pelles, sortez vos seaux. Olympique et pollen, bis repetita, pour ramasser la merde, les Bretons sont là. Que reste-t-il ? Un souvenir intact pour bon nombre d'habitants. Une histoire racontée à leurs enfants et petits-enfants, évidemment. La commune, et en cela, c'est pour le maire que je suis, une forme de satisfaction, a su rebondir. Et c'est un hommage que je tenais à rendre à mon prédécesseur. Et jusqu'à son décès en 2014, il en était fier. Il disait « La commune ne mourra pas, elle rebondira ». Et nous avons rebondi. Et je pense qu'il y a contribué, puisqu'il fut maire jusqu'en 2001. Et ensuite, avec les équipes successives qui m'accompagnent, nous avons poursuivi le chemin.
mais l'Amoco reste dans notre histoire. Depuis 30 ans, une sale manie perdure. Les pétroliers par milliers de tonnes en coulant viennent chier leurs hydrocarbures, prenant pour poubelle les côtes bretonnes. Depuis, le pétrole a continué de se déverser sur des plages innocentes. Celui du Tagno en 1980, de l'Exxon Valdez en 89 en Alaska, de l'Erika en 1999, encore en Bretagne, du Prestige en 2002. Le risque zéro n'existe pas, mais l'Amoco a amené une prise de conscience des autorités françaises. Le rail d'Ouessant a été déplacé vers le large. Le syndicat mixte d'Alphonse Arzel est devenu Vigipol. Le Cèdre, un centre anti-pollution, a été créé à Brest, comme le Cross-Corsen à Plouarzel. Est-ce que cela a modifié le cours des choses ? Je pense, oui, que cela a été profitable pour la défense des océans et puis pour formaliser un peu toute cette circulation maritime que nous connaissons. Il y a eu un avant et un après Amoco Cadiz. Il y a eu un avant Amoco Cadiz où l'on voyait sans impunité s'échouer des navires, et un après tant sur la réglementation mais aussi sur les jurisprudences qui ont pu voir le jour depuis, sur d'autres navires qui ont pu s'échouer. Évidemment, je souhaite qu'une telle catastrophe n'arrive plus. N'arrivera-t-elle plus ? Nul ne le sait vraiment. Mais pour autant, l'on peut dire que les pouvoirs publics ont pris la mesure de l'importance de prévenir, mais aussi les moyens aujourd'hui de lutte contre les marées noires sont autrement différentes et plus efficaces qu'elles ne l'étaient à l'époque. La marée noire aura permis de se donner tous les moyens pour lutter le plus efficacement possible si tant est que cela se reproduise. Je repense souvent à cette marée noire quand je me promène à Port-Salle. L'ancre de l'Amoco Cadiz est exposée au bout de la jetée, juste en face d'un espace muséographique retraçant la catastrophe. Brisé en plusieurs morceaux, le pétrolier repose par 30 mètres de fond, à moins de 3 km des côtes. Son bulbe d'étrave n'a été découvert par des plongeurs qu'en juin 2023. C'est l'une des plus grandes épaves répertoriées dans le monde. Marguerite Lamour, dans un coin de votre bureau, vous avez ressorti pour nous une mallette en fer de l'époque de l'Amoco. Vous voulez bien l'ouvrir ? Nous allons trouver dans cette mallette tous les souvenirs de l'époque. Voilà, ici vous avez le port de Port-Salle qui est souillé. Toutes les photos se ressemblent, elles sont toutes aussi noires les unes que les autres. Et donc vous voyez Port-Salle et la marée noire qui s'étend. Quand on sait qu'elle va monter jusqu'à Perros-Guirec, Trégastel, jusqu'aux 7 îles, où il y avait des réserves ornithologiques importantes. Évidemment, les vents qui venaient du sud-ouest ne faisaient que diriger la nappe. Inexorablement, tous les matins, les communes se disaient à qui le tour ? Voilà, ce sont des objets qui resteront et qui feront date, évidemment. Histoire salée. Vous venez d'écouter La catastrophe de l'Amoco Cadiz, un podcast de la collection Histoire salée de France Bleu Brésil. Témoignage, Marguerite Lamour, maire de Ploudalmézeau. Journaliste, Nicolas Olivier. Prise de son et mixage, Jacques-Henri Gérard et Olivier Crépet. Archive INA, Anne Delaveau. Production et réalisation, Véronique Sapet, studio de création France Bleu. Les histoires salées sont en ligne sur les plateformes et sur l'appli Radio France.